Le président guinéen Alpha Condé a reçu en audience ce matin le Premier ministre Diango Sissoko. En tête-à-tête, l'audience a porté sur le soutien de la République de Guinée pour la résolution de la crise malienne. Le président ghanéen John Dramani a prêté serment ce matin. C'était en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Il a promis de continuer à faire prospérer le Ghana, un pays en plein boom économique. Nous sommes au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie où Focus Santé parle de la gingivite. Comme son nom l'indique, c'est l'inflammation de la gencive qui est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre Diango Sissoko a été reçu ce matin en audience par le président guinéen, professeur Alpha Condé. Il était porteur des messages du président de la République par intérim. En tête-à-tête, l'audience a porté sur le soutien de la République de Guinée pour la résolution de la crise malienne. Envoyé spéciaux Aruna Diarra, Mahamadou Doumbia. À son arrivée ce matin à l'aéroport de Conakry, le Premier ministre Diango Sissoko a été reçu par son homologue de Guinée, Mohamed Saïd Fofana, et plusieurs autres personnalités. Après cet accueil chaleureux, le Premier ministre Diango Sissoko a remis une lettre du président par intérim, Dioncounda Traoré, au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée-Conakry. Le contenu de ce message fait référence à la situation des régions du nord du Mali occupées par des bandits armés et des narcotrafiquants. Nul besoin de le rappeler, le Mali et la Guinée-Conakry, deux poumons des mêmes corps, doivent s'entraider mutuellement et se porter assistance. Telle est la quintessence du message du professeur Alpha Condé, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous avons écouté le Premier ministre et nous sommes totalement solidaires du peuple malien. Il nous a parlé de la feuille de route. Nous disons qu'il peut compter sur notre soutien total. Dès qu'il y aura la feuille de route, nous allons l'accompagner. Donc nous attendons la feuille de route qui doit être prise incessamment. Nous avons fait un tour d'horizon et je pense que nous avons la même vision sur la solution du peuple malien. Nous sommes assez optimistes parce que le Premier ministre semble avoir des visions claires et la feuille de route qui sera à la base d'une concertation pourra permettre au moins, parce qu'on ne peut accompagner le peuple malien qu'en fonction de ce que le peuple malien lui-même veut. Mieux en face de la presse, le professeur Alpha Condé a rappelé toute sa solidarité à l'endroit du peuple malien. Tout notre objectif, c'est de faire en sorte que le territoire malien soit totalement libéré, qu'il y ait l'unité nationale et qu'il y ait la laïcité. Et que réellement, les richesses qui sont les richesses historiques, que notre patrimoine national reste. Mais surtout, nous sommes derrière le peuple malien dans sa volonté d'être gouverné par des personnes choisies, c'est-à-dire le libre choix du peuple malien, et que ça ne soit pas un pouvoir imposé. En retour, le Premier ministre Diango Sissoko n'a pas été surpris de ce soutien indéfectible de la Guinée-Conakry. Je suis arrivé à Conakry ce matin pour porter un message du président Dioncounda Traoré au président Alpha Condé, président de la République de Guinée. Le président Condé a prodigué des conseils très utiles et renouvelé son soutien, un soutien indéfectible à l'endroit du Mali. S'il considère que le Mali et la Guinée, c'est vraiment, véritablement le même pays. Il me l'a dit, il nous a nous-mêmes renforcés dans nos convictions. Et je lui ai dit que le président Dioncounda Traoré lui en saura gré. Après le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Conakry, on peut affirmer à ce jour que le Mali bénéficie déjà de grands soutiens précieux pour la reconquête de ces trois régions occupées. Et juste avant de quitter Conakry, le Premier ministre Diango Sissoko a rencontré des ressortissants maliens vivant en Guinée. Le but de cette assemblée était de les informer de la situation que traverse le pays. Devant le Premier ministre Diango Sissoko, les Maliens de Guinée se sont engagés à aider les autorités maliennes dans la résolution de la crise. Voilà donc la rencontre que le Premier ministre Diango Sissoko a eue avec les Maliens de Guinée-Conakry.
Retour au Mali. Hier soir, vous avez suivi la grande interview, une nouvelle émission de l'ORTM. Dans ce premier numéro, l'invité de Baba Daga Maïssa, le ministre de l'économie, des finances et du budget, s'est appesanti sur les deux priorités du gouvernement de transition, à savoir la libération du nord du Mali et les préparatifs des élections. Nous vous proposons ici un extrait de l'entretien. Ce que je souhaitais, moi, que les citoyens retiennent de notre entretien, de l'adoption du budget 2013, est que le budget 2012 que nous avons refait, tout comme le budget 2013, cela a été fait d'abord dans le sens du meilleur intérêt des Maliens. Il est important que chaque citoyen comprenne cela, que le gouvernement de transition est en train de travailler dans le meilleur intérêt de chacun. Que lorsque nous demandons à quelqu'un d'accepter des sacrifices, c'est bien parce que nous ne pouvons pas faire autrement, mais que le gouvernement reste très engagé pour que chaque Malien ait accès à l'eau potable, pour que chaque Malien ait accès à la nourriture, pour que chaque Malien ait accès aux soins de santé, mais pour que d'abord le Mali redevienne un et indivisible. La priorité première du gouvernement de transition, c'est la libération du Nord. Nous souhaitons que chaque Malien accepte que chaque sacrifice qui lui est demandé soit d'abord dans ce sens-là. Voilà. Si nous augmentons le prix des hydrocarbures, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Si nous réduisons la subvention sur le gaz, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Si nous demandons aux syndicats de surseoir aux augmentations de salaire, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Alors, il y a plein d'autres choses que nous faisons. Nous avons coupé le fonctionnement de toutes les administrations, les budgets, et tout ça là, c'est pour dégager les ressources et libérer le Nord. Et je m'empresse de dire que personne ne croit que nous allons ramasser les milliards et puis les donner comme ça au ministre de la Défense. Mais évidemment, là-bas aussi, l'argent ne se donne que suivant les règles budgétaires précises. Et donc, toutes les ressources qui n'auront pas été effectivement investies pour la reconquête du Nord vont être investies pour la reconstruction du Nord. Parce que après la reconquête, il s'agira bien sûr de reconstruire tout ce qui a été détruit. Et bon, en tout cas, le gouvernement de transition va commencer immédiatement le lendemain et le gouvernement élu, enfin le gouvernement nommé par le président élu, va continuer. La commune 5 du district de Bamako dispose d'un nouveau centre de transit de déchets solides situé à Bakoudi-Koroni. Non loin du marché, le centre constitue un des volets d'un ambitieux programme d'assainissement et d'adduction d'eau. Le programme, estimé à plus d'1,6 milliard de francs CFA, est financé par la fondation SADEV Mali et l'agence française de développement AFD. Il va permettre de renforcer le dispositif de collecte des déchets solides et le drainage des eaux usées, des réalisations qui amélioreront sans nul doute les conditions de vie des populations à Gali-Agagissa. Ce dépôt de transit de déchets solides est situé en plein centre du quartier de Bakoudi-Koroni. Il s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'assainissement et d'adduction d'eau du quartier et de la commune 5 en général. L'assainissement va se prolonger au-delà de ce dépôt de transfert par l'assainissement complet du sous-quartier de Ramakono avec des plantations d'arbres. Le projet financé à plus d'1,6 milliard de francs CFA par la fondation SADEV Mali et l'agence française de développement a plusieurs composantes. Le projet vise l'amélioration des conditions de vie des habitants du quartier de Bakoudi-Koroni, très concrètement, et le renforcement de la gouvernance locale à travers 6 objectifs spécifiques: le développement de l'accès à l'eau potable, c'est-à-dire améliorer les conditions de desserte en eau potable d'environ 22 000 habitants, répartis dans 3 secteurs du quartier. Deuxièmement, le développement de l'assainissement solide. Dans cette foulée de recherche du bien-être des bénéficiaires, en plus de l'équipement du centre, 500 familles seront dotées en poubelles et 10 groupements d'intérêt économique recevront des matériels selon le représentant de la fondation SADEV Mali, Bassirou Diarra. Des investissements qui viennent appuyer les efforts du gouvernement en matière d'assainissement. Le curage des collecteurs est devenu donc une activité annuelle du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement sur le financement du budget d'État. Cependant, les collecteurs ont continué à être comblés
par les dépôts de terre arrachés aux berges non aménagées des collecteurs, mais aussi par les déchets solides qui y sont jetés quotidiennement par les populations. C'est pourquoi il invite les populations à plus de civisme. Un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, a réitéré son engagement à soutenir toutes les actions d'assainissement dans toutes les 6 communes du district de Bamako. Visite ce lundi du ministre de l'Action humanitaire dans certaines familles d'accueil de déplacés à Koulikoro. C'était pour s'enquérir des conditions alimentaires, sanitaires et environnementales des déplacés des régions occupées. Le ministre Sidibé s'est également entretenu avec les membres du comité régional de suivi des déplacés de Koulikoro. Koulikoro qui, je le rappelle, accueille près de 4000 déplacés. C'est le Traoré. C'est pour toucher du doigt la situation des personnes déplacées de la 2e région que le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées a effectué ce déplacement à Koulikoro. Une visite qui a permis au ministre Mamadou Sidibé et sa délégation de se rendre dans 3 familles des déplacés, puis s'entretenir avec les membres du comité régional de suivi. À la première étape, la délégation s'est rendue chez le vieux Moussa Koulibaly, un commerçant déplacé des Gao avec ses 15 membres de famille. Dans le même quartier au plateau 2, c'est la veuve Diara Maïga et ses 5 enfants venus de Gao qui ont reçu le ministre. Le périple a pris fin chez le vieux Abdraman Maïga, un déplacé de Miraka avec sa famille de 14 membres. À ces différentes étapes, le ministre s'est rendu compte des conditions de vie de ces déplacés venus du Nord. Une visite qui soulage à plus d'un titre les parents déplacés des régions occupées. Vraiment, cette présence du ministre vraiment est agréable pour moi, quoi. Parce qu'un ministre qui quitte Bamako vient me rendre visite, vraiment, ça, je suis très content de ça. À la rencontre avec les membres du comité régional de suivi, la situation des parents déplacés dans les 9 districts sanitaires a été présentée aux visiteurs du jour. Un tableau qui dresse les actions d'assistance et de solidarité, sans oublier les activités menées par les comités locaux et le plan d'action élaboré pour soulager la souffrance des déplacés. Avec 3799 déplacés à la date du 30 décembre dernier, dont 953 femmes et 2290 enfants, le ministre s'est félicité du travail abattu par les autorités régionales. Je me rends compte encore une fois de plus que tout le monde est mobilisé pour essayer de trouver une solution aux déplacés. Nous avons eu une visite aujourd'hui auprès de 3 familles et chacune des familles avait une spécificité. Mais ce que je retiens, c'est que malgré cette crise, malgré le désarroi dans lequel les gens sont, ils essaient toujours quand même de ne pas rester le bras croisé et d'apporter une réponse à leurs problèmes. Après avoir expliqué aux acteurs régionaux les défis du département pour l'année 2013, le ministre a invité les membres du comité à la vigilance et à l'élaboration d'un schéma directeur. Désarroi du côté des déplacés, mais la joie sur les populations de Nioro et Cercle des communes de Gadiaba, Kadiel et Guétéma, première région, qui étaient très heureux ce week-end, selon notre reporter. En effet, elles ont bénéficié d'un important lot de médicaments, des moulins et 4 hectares de terre aménagée pour le jardinage. Ces dons qui ont coûté plus de 30 millions de francs CFA sont une initiative du Rotary Club et Innerwil Bamako Amitié. Le compte-rendu de Timogo Sagara. Les populations de Gourel, Dédié, Gadjaba Kadjel, Gadjaba Djalla, Gadjaba Bundonke et Baï Saboula en première région sont sortis très massivement tambour battant pour accueillir le Rotary et Innerwil Club Bamako Amitié. Ces humanitaires ont parcouru plus de 450 km pour faire don à ces populations et celles du Cercle de Nioro du Sahel, 5 moulins à 1000, des médicaments et inauguré 4 hectares pour le maraîchage. S'il est vrai que les préoccupations des Maliens sont grandes aujourd'hui, vu la crise que nous traversons avec l'occupation du nord de notre pays, il est tout aussi vrai qu'il était important pour nous, dont la devise est l'idéal de servir autrui, de tenir compte de vos demandes. Cela est fait et nous espérons sincèrement, par les dons que nous vous avons apportés, avoir répondu à vos attentes et avoir ainsi redonné le sourire et un semblant de vie à tous les heureux bénéficiaires. Je suis émue de voir les
visages des gens, les gens qui sont contents, les gens qui sont en train de pleurer, les gens qui sont vraiment reconnaissants de ce qu'on fait, et je vois qu'ils avaient vraiment besoin et ils sont contents pour ça. Si la réalisation de ces 4 hectares a coûté plus de 25 millions de francs CFA, les moulins et les médicaments ont une valeur de 12 millions de francs CFA. Vous savez, rien n'est trop difficile que d'apporter de l'aide à nos braves populations. Nous avons apporté aux villageois 5 moulins pour aider nos braves parents. Ensuite, nous avons un lot de médicaments d'une valeur supérieure à 1 200 000. Nous avons aussi des kits de césarienne d'une valeur de 6 millions. Nous avons également apporté du savon, du sel et un pèse-bébé et bien d'autres petits matériels. En plus de ces villages, le cercle de Nioro du Sahel a bénéficié de 360 kits césariennes d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Ce geste a été salué à sa juste valeur par les autorités locales. La commune de Gadjaba-Kadiel accueille avec la main ouverte votre don. Je sais que on va bien gérer ce don. Selon le maire de Gadjaba-Kadiel, sa commune traverse certaines difficultés, au nombre desquelles les voies de communication et les sources d'eau potable. Actualité hors de chez nous, le président ghanéen John Dramani Mahama a prêté serment ce matin en présence d'une dizaine de chefs d'État africains et d'une foule de milliers de personnes, mais en l'absence de l'opposition qui conteste toujours le résultat de l'élection du mois dernier. Mahama, arrivé au pouvoir en juillet suite à la mort de son prédécesseur Jonathan Mills, a promis de continuer à faire prospérer le Ghana en plein boom économique. Tôt ce matin, la foule arrive place de l'Indépendance à Accra. Des supporters de John Dramani Mahama venus assister à son investiture comme président du Ghana. Et pas question de se laisser gâcher la fête par l'opposition qui l'accuse de fraude. On sait qu'on a gagné les élections, c'est sûr à 100% et on veut célébrer ça. Leur champion, le voici, qui prête serment, vêtu d'une tunique traditionnelle du Nord, la région dont il est originaire. Lui, le vice-président, arrive au pouvoir après la mort de Jonathan Mills, et finalement élu le mois dernier, dès le premier tour, avec 50,7% des voix. Une dizaine de chefs d'État africains a fait le déplacement, mais pas l'opposition. Une façon de rappeler que ce fauteuil présidentiel, elle le revendique, elle aussi. Elle parle d'élections frauduleuses et a déposé plainte devant la Cour suprême. Si nous avions assisté à la cérémonie, cela aurait signifié que nous étions d'accord avec la commission électorale. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas y aller. Les 13 juges de la Cour suprême rendront leur décision au plus tôt à la fin du mois. En Égypte, 3 islamistes font leur entrée dans le gouvernement remanié de Morsi. Violence au nord du Nigeria, des violences qui ont fait 10 morts, et le Mozambique qui lutte contre le trafic de cornes de rhinocéros. Voilà en substance l'actualité africaine en bref et en images. En Égypte, les frères musulmans renforcent leur présence dans le gouvernement. Sur 10 ministères remaniés, 3 ont été confiés à des islamistes. C'est un défi qui attend cette nouvelle équipe, sortir le pays de la crise économique. L'Égypte négocie en ce moment avec le FMI un prêt de 5 milliards de dollars. Seul espoir de relancer son économie, plombée par un recul dramatique du tourisme et des investissements étrangers. Le Nigeria frappé par un nouveau drame. Une dizaine de personnes ont été tuées par balles et à l'arme blanche au nord du pays. Un commando armé a fait irruption dans 2 villages dans l'état de Samfara, une région en proie au banditisme et aux islamistes armés. La police soupçonne des éleveurs Fulani, mais n'exclut pas la piste de la secte islamiste Boko Haram. Joli coup de filet pour la douane thaïlandaise. Ce Vietnamien a été intercepté à l'aéroport de Bangkok avec 10 kilos de cornes de rhinocéros. 16 kilos ont aussi été saisis à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Les cornes venaient du Mozambique, valeur estimée plus de 100 000 €. Ces cornes prisées pour la médecine traditionnelle se vendent une fortune en Asie. C'est peut-être la fin de l'impunité en Inde. 5 des 6 auteurs présumés du viol de l'étudiante indienne ont été présentés
aujourd'hui devant un tribunal de la capitale New Delhi. Les 5 hommes ainsi qu'un mineur qui sera jugé séparément devant un tribunal pour enfants sont accusés de viol, d'enlèvement et du meurtre de la jeune femme de 23 ans décédée dans un hôpital de Singapour des suites de l'agression. Ce viol collectif dans un bus a ouvert un débat national sur les violences faites aux femmes en Inde où un viol est signalé aux autorités toutes les 20 minutes en moyenne. Les 5 auteurs présumés du viol collectif de l'étudiante de New Delhi sont arrivés sous haute surveillance au tribunal. Les suspects, âgés de 19 à 35 ans, risquent la peine de mort s'ils sont reconnus coupables. La procédure a été accélérée, ils comparaissent 1 semaine après les faits et à huis clos en raison de l'agitation qui règne autour de cette affaire. Le pays est encore sous le choc et les manifestations de colère se poursuivent. 2 manifestants sont en grève de la faim depuis 15 jours. Ils reprochent au gouvernement d'être trop laxiste. Aucune mesure n'a été prise. Le gouvernement a adopté une attitude très décontractée. Il veut continuer comme si rien n'était, alors qu'il devrait être à l'écoute de son peuple. En descendant dans les rues, les Indiens veulent dénoncer les violences infligées aux femmes et l'apathie de la justice. Au sud du pays, des femmes ont organisé une marche protestataire. Elles exigent un renforcement des lois contre les crimes sexuels. Je ne sais pas dans combien de temps il y aura de la sécurité, même après tout ce qui est fait, mais j'espère que les mentalités vont changer, qu'il y aura une vraie prise de conscience. Au tribunal, la comparution des auteurs présumés du viol n'aura pas duré longtemps. Ils ont été informés des charges pesant sur eux, puis sont vite repartis en fourgon de police. La prochaine audience est prévue le 10 janvier prochain. Tenue ce matin de la 10e session ordinaire du projet d'appui aux communautés rurales PACR, au cours de la rencontre, les membres du comité ont examiné et adopté le compte-rendu et l'état d'application des recommandations de la 3e session extraordinaire. Il était aussi question pour le comité de valider le rapport d'activité 2012 et le budget 2013. Adama Kodjo. Cette 10e session a permis aux membres du comité national de pilotage du PACR, projet d'appui aux communautés rurales, de passer au peigne fin le rapport d'activité et l'état d'exécution du budget 2012. Le comité a aussi examiné et adopté le compte-rendu et l'état d'application de ces recommandations de la 9e session. Nous avons réalisé pendant l'année 2012 24 infrastructures à caractère social, écoles, points d'eau, CESCOM. Et au niveau de nos investissements productifs qui sont le 2e pied, nous avons financé à peu près 150 sous-projets productifs au profit des groupements de transformateurs, d'éleveurs et de production agricole. Le budget 2013 du PACR s'élève à plus de 6,5 milliards de francs CFA. 6,98 milliards de francs CFA sont prévus pour des investissements, soit 91,47% du budget annuel, en régression par rapport à celui de 2012. 2013, on fera le même effort, peut-être plus. C'est-à-dire que les investissements productifs, on va les achever totalement, le programme va être achevé totalement. Et nous allons mettre l'accent sur les investissements productifs, les formations dans le domaine de l'alphabétisation fonctionnelle, les techniques de production, la gestion de projets. Le projet d'appui aux communautés rurales actuel prend fin en juin 2013. Il intervient dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. Et ce sont 1441 villages qui sont concernés par le projet. Sport football avec la 8e journée du championnat national de Ligue 1 qui a démarré hier avec 2 matchs au stade Modibo Keïta. Les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Real ont fini un match nul de 2 buts partout. Dans l'autre match, le stade malien de Bamako a consolidé son fauteuil de leader en battant l'ASB 3-0. Siragatou Sissé nous les résume. De retour sur le banc du stade malien de Bamako, au lendemain des fêtes de fin d'année 2012, l'entraîneur des Blancs, Pascal Janet, a apporté une légère touche à son 11 de départ face à l'ASB. Dans cette configuration, on retrouve 3 nouvelles têtes, Oumar Kone, Adama Diarra et le gardien Ibrahim Bosso Munkuro, en lieu et place de Soumbela Diakité, appelé chez les Aigles.
Le Stade Malien de Bamako, en ce début de saison, c'est une machine à broyer. Et l'ASB ne fait que constater les dégâts. 27e minute, sur un service royal de Mohamed Cheikh Chérif Doumbia, Bakary Koulibaly va plus vite que la défense de l'ASB. 1-0, score à la mi-temps. Concentré et appliqué, le Stade Malien de Bamako récite pratiquement ses gammes en seconde période. 75e minute, Abdoulaye Sissoko entré en cours de jeu et 90e minute, Ibrahima Silla lui aussi lancé dans le bain, son auteur des deuxième et troisième buts du Stade Malien de Bamako. Une 7e victoire d'affilée, les Blancs survolent les débats en Ligue 1. En deuxième heure, 11 créateurs de Niarela face à l'AS Real. Le parcours de ces deux équipes lors des 3 dernières journées inquiète les dirigeants respectifs. Ce match marque les grandes retrouvailles entre l'entraîneur de l'AS Real, Noum Diané, et son ancien club, les 11 créateurs de Niarela. Le gardien des Scorpions, Almami Sogoba, a beau réaliser des arrêts extraordinaires, il commet l'irréparable en fauchant Kanda Kamara dans sa zone à la 42e minute. Hamidou Sinayogo, le spécialiste maison, transforme sans problème 2 minutes plus tard. 1-0 pour 11 créateurs à la mi-temps. Sentant la fatigue du duel héroïque livré contre le Djoliba, l'AS Real concède un second but à la 50e minute. Hamidou Sinayogo, d'une frappe croisée à la perfection, est passé par là. Bourama Koulibaly réduit le score 2-1 à la 68e minute. À force de croire en cette chance, l'AS Real égalise à la 82e minute par Christophe Diallo, entré en cours de jeu. 2 buts partout. Les 11 créateurs de Niarela ratent l'occasion de se hisser à la 2e place. L'AS Real, avec sa spécialité de tenir en échec les clubs du haut du tableau, vient de lancer un avertissement sans frais au Stade Malien de Bamako, son prochain adversaire de la 9e journée. Pas facile pour les vice-champions nationaux. Focus Santé, c'est aujourd'hui au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie pour parler de gingivite. Comme son nom l'indique, la gingivite, l'inflammation de la gencive, elle est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. La gingivite peut avoir une incidence sur la santé générale des patients. C'est quelque chose à aménager, nous dit Tchessira Dambélé. La gingivite est une inflammation de la gencive. Elle est causée par la plaque dentaire formée par les débris d'aliments et de microbes qui attaquent les dents avec le temps. Mais il y a 4 conditions essentielles pour que la plaque dentaire provoque une gingivite chez une personne. Il faut maintenant qu'il y ait dans cette plaque la présence des bactéries qui sont virulentes. Ensuite, il faut qu'il y ait comme deuxième condition une absence de bactéries protectrices qui protègent l'organisme contre ces agressions. Ensuite, il faut avoir au niveau de la dent un système défavorable au niveau du sillon gingivo-dentaire. Ensuite, comme quatrième condition, il faut avoir maintenant un système immunitaire défaillant qui peut être maintenant une défaillance immunitaire acquise ou innée. Autrement dit, tout ce processus ne se passe pas en quelques jours. Si aucune mesure n'est prise pour enlever la plaque, point de départ de l'attaque microbienne, apparaissent les premiers symptômes de la gingivite. Le patient va avoir au niveau de sa gencive une rougeur, un gonflement, maintenant des œdèmes, des saignements. Mais le saignement peut avoir lieu de façon spontanée, en parlant ou en mangeant. Même au sommeil, le patient peut avoir maintenant dans la salive du sang. Donc, mais le saignement aussi peut être provoqué par le brossage ou même à la mastication. Ensuite, le patient peut avoir maintenant une sensibilité gingivale. Il va penser maintenant qu'il y a des picotements maintenant qui se passent au niveau de la gencive. Et souvent des douleurs dans la phase aiguë. Il y a des douleurs qui amènent les patients en consultation. À tous les âges, on peut avoir une inflammation de la gencive, mais l'inflammation peut être signe d'une autre maladie. Dans notre pays, la prévalence de cette maladie est très élevée. Environ 80% des personnes qui viennent en consultation au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie de Bamako ont une gingivite. La prise en charge de la gingivite passe par une sensibilisation du patient sur sa maladie. Pour éviter les gingivites dues aux plaques dentaires, la prévention, c'est le brossage efficace et un détartrage régulier. La gingivite, la principale cause maintenant, c'est la cause bactérienne. C'est le dépôt de
plaque tarte qui est appelée biofilm aujourd'hui. Donc le conseil qu'on peut donner aux malades, c'est de faire avoir maintenant une bonne bucco-dentaire, mais ne pas seulement dire maintenant que je me brosse, mais de savoir se brosser efficacement. Parce que si le brossage n'est pas efficace, donc le patient maintenant aura toujours des lieux où les dépôts vont se déposer, qui vont devenir par la suite maintenant du tartre. Donc maintenant, on les demande maintenant en même temps, en plus du brossage qu'ils font à la maison, chaque 6 mois, de venir voir un dentiste pour que la personne puisse maintenant voir si le contrôle bactérien est bien fait. Si son brossage est efficace, donc il vient voir maintenant son médecin, même s'il n'a pas de douleur, il n'a pas de maladie, il doit venir voir un spécialiste bucco-dentaire chaque 6 mois. Non traité, la gingivite aboutit à ce qu'on appelle la parodontite, c'est-à-dire l'inflammation de tous les tissus qui soutiennent la dent, gencives, ligaments, os et séments. L'évaluation à mi-parcours de la campagne agricole 2012-2013 dans les zones de production de l'Office du Niger, c'est le titre d'un magazine que vous pourrez suivre juste après ce journal. C'est une réalisation de Kandesila et ORTM Ségou. C'est la fin de cette édition. Les prochains rendez-vous, c'est demain à 10h et 13h avec Nyanya Alou Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et merci de rester de cœur rédaction avec nos parents des régions sous occupation. On ne vous oublie pas. Bonsoir à tous.